Merci à tous, merci à Jean et à Bruno pour l'invitation, ainsi pour la présentation aussi. C'est vraiment un bonheur et un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, l'intitulé de mon exposé, c'est La grande question, qu'est-ce que le réel ? Je vais essayer de vous voyager avec vous durant 20 minutes, ça ne sera pas évident, mais je vais essayer quand même de respecter le timing, de la physique quantique aux approches spirituelles. Donc, je vais commencer par évoquer rapidement, parce que je n'ai pas le temps évidemment de faire l'histoire, comment a émergé la révolution quantique. Et on parle vraiment de révolution ou de changement de paradigme, comme l'a dit Jean. En fait, il y a un trait particulier, c'est que la matière et la lumière, qui étaient considérées comme deux entités de nature complètement opposées, c'est-à-dire ondulatoires et corpusculaires, ondes pour la lumière, corpuscules pour la matière, ou des atomes, si vous voulez, tout d'un coup ont été en quelque sorte unifiés. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent identiques, mais il y a un formalisme commun, une unification d'ordre mathématique entre les deux. Et la lumière, qui est pour nous une onde, tout d'un coup, on pense qu'elle devient des corpuscules. Et cette étape cruciale, entre parenthèses, je réhabilite le rôle d'Ibn al-Haytham, qui a déjà franchi cette étape, qui est complètement contre nos sens communs. Et ce qui a été adopté par la suite par Newton, qui s'appuyait sur le livre d'Ibn al-Haytham, Kitab al-Manadhir. Ensuite, c'est Einstein qui a couronné cette idée, ce concept, et c'est pour ça qu'il a eu son prix Nobel. Ensuite, la matière, effectivement, nous sommes habitués à ce qu'elle soit plutôt, ce sont des corps matériels ou des atomes, mais il y a eu une étape aussi là contre les sens communs, qui a été faite par De Broglie, pour dire que la matière a aussi une nature ondulatoire. Mais malheureusement, on est actuellement dans deux types de généralisation. Cette unification va un peu loin dans le sens où j'entends souvent dire que tout est vibration. C'est une affirmation positive. Mais on a aussi le matérialisme philosophique dont a parlé Jean, où on va dire que la nature fondamentale de ce qui est matière, ce sont des atomes, des corps. Et même des scientifiques dans mon laboratoire restent imprégnés encore par cette vision. Donc, quand on parle de matière, on parle de quelque chose, on est encore imprégné par l'idée qui nous vient un peu d'Aristote, qu'on hérite encore, qui a une nature fondamentale, qui est permanente, qui est stable. Et une matière, on arrive à la localiser, à lui attribuer une position. Et en fait, malheureusement, disons, c'est le point de vue que je défends, qui peut en décevoir certains, c'est que la matière n'est ni onde, ni corpuscule. Donc, il faut accepter d'avoir plutôt c'est pas une affirmation, c'est d'avoir une approche négative de la réalité. Et pour vous illustrer un peu plus ce que c'est que ce ni et ni, je vais utiliser la métaphore d'une fève que je suppose quantique, donc c'est complètement métaphorique parce que j'aurais pu vous parler d'atomes, et je vais m'intéresser à la propriété couleur. La couleur, je vais supposer qu'elle ne peut prendre que deux valeurs, elle peut être soit verte, soit rouge. Le principe crucial de la physique quantique, c'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Alors, je n'ai pas voulu mettre de formalisme mathématique, mais croyez-moi, ce qu'il implique, c'est qu'on peut imaginer des entités mathématiques qui ne correspondent ni à la couleur verte, ni à la couleur rouge. Il y a une erreur fréquente qu'on a même entendue lors du colloque de physique quantique l'année dernière par de grands physiciens, qui est de dire, ça vous rappelle peut-être le chat mort et le chat vivant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette métaphore. On vous dit que le chat peut à la fois être mort et vivant. Et moi, je vous dis non, en fait, il n'est ni mort ni vivant. Et ça, c'est très difficile, même auprès de mes élèves ici ou à l'école centrale, de leur dire qu'en fait, une superposition, on additionne deux possibilités, qui sont les deux couleurs, et en fait, on se retrouve à donner la négation des deux propriétés, de la propriété couleur. Et donc, j'appelle cette entité mathématique, je l'appelle Nini. Et je ne sais même pas comment la dessiner, mais je fais un dessin approximatif juste pour la représenter. Et la couleur de cette entité mathématique, associée à cette couleur, à cette entité mathématique,
est indéterminé. On ne peut pas dire ce que c'est. Ce n'est ni vert ni rouge. Ce n'est pas tantôt vert, tantôt rouge. Donc, on n'est pas dans l'alternance. Ce n'est pas du marron. On ne mélange pas les couleurs. Et ce n'est ni à moitié vert, ni à moitié rouge. Donc, ça suppose qu'on se débarrasse de tous nos concepts classiques. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais il y a nécessairement une couleur, donc je vais utiliser mon appareil de mesure, qui est un appareil photo pour simplifier, évidemment, puisque je reste dans la métaphore. Et en fait, je vais obliger ma fève quantique à répondre à ma question, quelle est ta couleur? Et le résultat de la mesure, effectivement, elle obéit, elle choisit une couleur. Donc, ça peut être, par exemple, une chance sur 2, où c'est rouge, une chance sur 2, où c'est vert. Donc, c'est complètement indéterminé dans le sens, c'est une probabilité, dans ce cas-là, un demi d'avoir rouge et un demi d'avoir vert. Et une fois que le choix est fait, la couleur devient déterminée. Mais rien ne peut déterminer en avance cette couleur. Elle n'appartient pas à la fève avant que je fasse la mesure. Donc, la couleur est créée. Le mot créer est très important. C'est une création au moment de l'observation. C'est l'observateur qui crée l'événement, le phénomène qui est observé une couleur. C'est une action. On n'est pas juste des spectateurs de ce que c'est que cette propriété, on est aussi des créateurs. Alors maintenant, ça n'avance, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas là. Ah voilà, ça y est. Alors cela, ça ne pas du tout plus Einstein, parce que pour lui, la Lune est toujours là avant même qu'on l'observe. On ne crée pas la Lune quand on l'observe. Donc Einstein, alors ça avance trop vite là, je ne sais pas pourquoi. Oh là là, voilà, ça y est, j'y suis. Ça avance tout seul. Voilà, on reste là, je ne sais pas si c'est... pour Einstein, la physique quantique, ce hasard, cette indétermination, elle est liée à notre ignorance, exactement comme on jette un dé. Et en fait, on n'est pas capable de déterminer sur quelle face va tomber le dé. Et donc, du coup, c'est notre ignorance qui est à l'origine de ce hasard ou de ce côté, cette probabilité, de cette prédiction probabiliste qui n'est pas certaine, contrairement à ce qu'on attend de la science. Et donc, il suppose qu'il y a des paramètres cachés, des variables cachées, des choses qu'on ne connaît pas, qui font que le résultat, que ma fève, pour rester avec mes fèves, choisisse soit la couleur verte, soit la couleur rouge. Mais pour Niels Bohr, donc on a affaire à l'un des fondateurs de la physique quantique aussi, la couleur est indéterminée avant la mesure. Et la physique quantique est complète, contrairement à Einstein. Et l'arbitre dans ce débat, ça va être John Bell, qui en 1964 va élaborer un test qui va permettre de trancher, même s'il avait l'espoir que ce soit Einstein qui ait raison. Mais en fait, non, Einstein avait tort. Ça fait partie des erreurs rares, évidemment, d'Einstein, malgré son génie. Et en fait, ce test a été réalisé, je ne sais pas pourquoi ça avance, parce que je n'ai pas le temps de vous expliquer, je l'ai fait lors du colloque l'année dernière, parce qu'on appelle une intrication. L'intrication, c'est le principe de superposition, c'est un nini, mais avec deux fèves au lieu d'une seule fève. Donc, on peut construire une superposition, maintenant, par exemple, avec les deux fèves qui ont la même couleur. Mais ce n'est pas obligé qu'elles aient la même couleur. Et donc, c'est ce qu'on appelle une paire de fèves intriquées. Et elles sont non séparables. On ne peut pas parler de chaque fève séparément. Le test a été réalisé par mon ancien professeur et collègue actuellement Alain Aspect. Ça lui a valu le prix Nobel 2022 avec d'autres physiciens. Et ça a été une expérience vraiment très importante qui, les résultats sont indépendants même du formalisme quantique, qui a montré que les deux fèves, quand on fait leurs mesures, ça fait l'observation. Ce sont deux observations qui peuvent être faites à des distances à deux galaxies différentes, et ils sont corrélés, et sans qu'il y ait de communication entre les deux phénomènes. Donc, ceci a tranché à l'encontre d'Einstein. La couleur est bien indéterminée avant son observation. Mais il y a quelque chose encore que je dois vraiment vous dire, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de la couleur. Donc, supposons que j'ai déjà ma fève, par exemple, qui est rouge, parce que j'ai observé sa couleur. Et supposons
en physique quantique, on peut avoir des propriétés qui sont incompatibles. Par exemple, imaginons que c'est le goût de la fève qui est incompatible avec la couleur. C'est métaphorique, hein. Ça correspond évidemment à des observables physiques. Et dans ce cas, si on goûte la fève rouge, tout d'un coup, sa couleur n'est plus déterminée. Elle devient un nini. On revient au nini. Et si maintenant, j'avais fait l'inverse, par exemple, je pars d'une fève dont le goût est bien déterminé et que j'observe sa couleur, le goût est indéterminé. Cela vous dit d'abord qu'on ne peut pas déterminer simultanément le goût et la couleur, et que l'ordre des expériences est très important. Dans la physique classique, je peux mesurer la vitesse d'une bille et sa position dans n'importe quel ordre. Le résultat ne change pas. Disons, par exemple, si elle est fixe. Ici, l'ordre est très important, c'est ce qu'on appelle la contextualité. Donc, les résultats dépendent du contexte expérimental dans lequel on se place. Et c'est exactement ça, ce que je vous explique là, c'est ce qu'on appelle le principe d'indétermination d'Heisenberg et pas d'incertitude. Et c'est pour ça que quand on ne peut pas, donc l'analogue du goût et de la couleur, c'est la vitesse et la position. Et en fait, si vous ne pouvez pas déterminer la vitesse et la position, ça veut dire que vous ne pouvez pas connaître la trajectoire. La notion de trajectoire n'a plus de sens physique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour résumer la partie physique quantique, la physique quantique ne dit des choses, ne fait des prédictions que sur nos expériences. Elle ne nous dit pas ce qu'est la réalité microscopique, elle nous dit ce qu'elle n'est pas. Approche négative, ou si vous voulez, apophatique de la réalité. Il n'y a pas de trajectoire. Donc, je reviens, la réalité microscopique n'est pas formée d'ondes, n'est pas formée de corpuscules, ce n'est pas séparable et on ne peut pas parler de trajectoire, entre autres. Ce qu'on appelle le réalisme proche, ça veut dire celui qui s'appuie sur ce qui est immédiatement perçu par les sens, n'est plus une option tenable. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, certains physiciens vont se dire « oui, mais je ne vais pas me contenter juste des prédictions des expériences, j'ai envie de décrire, j'ai envie d'expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que cette fève va choisir cette couleur ?» Et là, on est face à une multiplicité d'interprétations. Ce sont des interprétations qui relèvent de ce qu'on appelle vraiment la métaphysique quantique. On est dans la métaphysique parce qu'on a des théories qui ne sont pas testables par des expériences puisqu'elles sont toutes en accord avec la même expérience. Elles ne sont pas réfutables. On ne peut pas les réfuter par des expériences. Et donc, j'en cite juste quelques exemples, sachant qu'il y a aussi la théorie des multivers, entre autres. Bernard d'Espagna, un physicien qui est à Orsay, donc dans ma université, nous parle de quelque chose qui est hors de nous, qui résiste, que la science ne décrit pas. C'est ce que j'appelle, dit-il, le réel voilé. Et il écrit « Les atomes concourent à créer mon regard, mais mon regard concourt à créer les atomes, à les faire émerger hors d'une réalité qui est un tout indivisible dans une réalité étendue dans l'espace-temps. » Je cite aussi rapidement Nicolas Gisin, puisque aussi Jean l'a mentionné. Juste une parenthèse, j'ai invité Nicolas Gisin au Centre Tailleur de Chardin, dont je suis membre, et donc je pourrais partager éventuellement avec vous un lien, puisqu'il sera aussi en ligne, en live, en novembre. Nicolas Gisin nous dit aussi que tout se passait comme si se manifestaient des événements qui procédaient d'un monde non soumis à l'espace-temps. Comme si nos actions étaient la transcription spatio-temporelle de décisions échappant à l'espace-temps. Il y a aussi une famille d'interprétations que je trouve très intéressante, c'est ce qu'on appelle des interprétations relationnelles, où on va affirmer que seules les relations existent et pas les objets. Alors, il y a plusieurs sous-familles de ces familles-là. Les relations peuvent être entre le sujet et l'objet, l'observateur et l'objet, mais aussi des relations latérales. Et le type de relation que j'ai illustré, c'est la contextualité elle-même ou la non-séparabilité. Et Heisenberg a cité déjà Johnston, dit aussi que la science de la nature ne décrit ni explique simplement la nature. Il parle du rapport entre la nature et nous-mêmes. Donc la relation que nous avons avec les objets est très importante, c'est elle qui existe vraiment. Et Carlo Rovelli, un physicien aussi remarquable français,
nous parle d'un jeu de perspectives, un jeu de miroirs qui n'existe que dans le reflet l'un dans l'autre. Il adopte aussi, développe aussi une interprétation relationnelle. Mais Michel Bitbol, qui est un philosophe des sciences français aussi, il va encore plus loin que Carlo Rovelli. Pour Michel Bitbol, on ne peut même pas parler de système physique. En fait, il remet l'observateur au cœur du processus d'observation et il pense que ce qui est indéterminé, ce n'est pas l'objet lui-même de l'étude, c'est vraiment nos interactions avec l'objet et lui affirme que la physique quantique va encore plus loin que la relativité, puisque c'est vraiment la relativité des résultats par rapport à un contexte donné expérimental. Alors là, on est dans la perplexité totale en tant que physicien. Je vais peut-être pas lire tout ce que j'ai. Donc, on ne sait vraiment pas ce que c'est qu'une particule. Ça, c'est un prix Nobel qui le dit, Steven Weinberg, qui est spécialiste de la physique des particules. J'aime beaucoup aussi cette citation de Fermi. Avant de venir ici, j'étais confus sur ce sujet. Après avoir écouté votre conférence, je suis encore plus confus, mais à un niveau plus élevé. Et j'espère que c'est votre cas. En fait, la perplexité, pour moi, est une thérapie. Il y a une thérapie au choc des certitudes. Elle nous invite à une certaine humilité. Et c'est aussi une thérapie à l'exclusion. Parce que la certitude exclut l'autre, justement. Et elle nous permet aussi de dépasser le niveau de la réalité sensible, de dépasser le matérialisme aussi philosophique, et de concevoir. On peut avoir une divergence des apparences qui n'exclut pas qu'il y ait une convergence à un autre niveau. Mais aussi la perplexité de l'itinérant qu'on trouve dans la tradition spirituelle. Et celle-ci, la hayra en arabe, elle s'affranchit des limites des modes de connaissance rationnels et sensoriels. Et je trouve que cette miniature illustre très bien cela. Mais la perplexité des itinérants, ceux qui cheminent sur la voie spirituelle, elle résulte de la multiplicité des théophanies. Ça, c'est ce que nous dit Ibn Arabi dans le Futuhat. Elle est beaucoup plus intense que celle des théoriciens, et en particulier des physiciens, confrontés à des arguments contradictoires. En fait, ce qui est intéressant aussi dans cette tradition, c'est que, en fait, la perplexité nous permet aussi de saisir qu'on peut avoir une contradiction apparente. Par exemple, le cosmos qui en fait d'abord à l'image de Dieu dans un miroir. Quand une image dans un miroir, je vous ai parlé tout à l'heure des miroirs de Carlo Rovelli, elle est à la fois existante et non existante. Parce que l'image est moins réelle que la personne qui se regarde dans le miroir, mais elle existe aussi. Et le cosmos par là, en fait, on peut dire à la fois qui naît et qui n'est pas. Et c'est une réalité imaginale, intermédiaire entre deux réalités. Par exemple, le cosmos a à la fois une face vers l'existence de Dieu et une face vers le néant. Et vous savez, en fait, ces propriétés sont définies en fonction de la relation qu'il entretient avec Dieu ou avec le néant. Donc tout est défini par des relations. Et on voit aussi les relations, c'est le statut des noms divins. Les noms divins sont des réalités multiples par lesquelles Al-Wujud, je suppose que vous comprenez qu'il y a une sorte de l'être, mais c'est très difficile à traduire, Al-Wujud, qui est délimité, qui n'a pas de limite, se révèle par effusion interne dans ce qui est limité. Donc c'est une sorte d'isme entre la transcendance et l'immanence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la spiritualité islamique permet la multiplicité des réalités, des noms divins, des interprétations, en particulier du Coran, des modes de connaissance, des voies. Et cela, évidemment, peut générer la perplexité parce qu'on est en opposition avec l'unicité divine, avec le tawhid. Et c'est là la source aussi de la perplexité. Mais la multiplicité des voies religieuses, par exemple, est les sources de perplexité. Mais on voit à travers que les expériences spirituelles convergent. Et là, ça m'amène à parler aussi de l'importance de cette expérience intérieure qui définit même le mot wujud, qui est considéré par Ibn Arabi comme l'expérience du réel ou du vrai dans l'extase. Et cette expérience intérieure, c'est aussi celle qui définit le rapport. Là aussi, on en est dans la relation avec le Coran, qui est une relation qui va
faire intervenir l'intimité de l'être, de l'expérience. Seul connaît la valeur du Coran celui qui a goûté, qui en a contemplé la demeure initiatique comme un état intérieur, à qui le réel, Al-Haqq, parle en lui projetant des versets sur l'intime de son être. Et je pense, pour conclure, même si je n'ai pas parlé encore de l'importance de cette expérience intérieure, qui réhabilite le rôle de l'expérience, parce qu'on ne cherche pas des énoncés logiques, théoriques, quand on a un rapport avec le Coran ou avec la spiritualité. C'est de l'interaction sujet et objet qu'émerge à la fois le sens et la vérité. Et la véritable connaissance, elle nécessite une sorte de fusion entre l'objet et le sujet, ce qu'on appelle al-fana. Je vous remercie de votre attention.